Exercice numéro 2, on nous parle du classement de 3 métaux. On dispose en fait de 3 cylindres métalliques différents, mais de même volume. Vous voyez qu'ils ont à peu près la même taille et la même forme. On réalise des comparaisons de masse à l'aide d'une balance de Roberval que vous voyez schématisée ici, et donc on fait 3 comparaisons. Grâce à ça, on va pouvoir classer les cylindres par masse croissante. On voit ici que le cuivre, première expérience, est plus massique que l'aluminium. On voit aussi que le cuivre est plus massique que le zinc, donc en fait le cuivre ça va être ce qui est le plus massique de tout. Dernière expérience, on voit entre le zinc et l'aluminium, et bien ça va être le zinc qui est le plus massique. Donc en fait le moins massique c'est l'aluminium, viendra ensuite le zinc, enfin le cuivre. Question numéro 2, peut-on classer ces cylindres par masse volumique croissante? Ici, on l'a déjà classé par masse croissante. Est-ce que le fait que ce soit la masse volumique, ça va changer quelque chose? C'est ça la question qu'il faut se poser. Nous avons vu que la masse volumique représente la tendance d'un objet à être lourd. Ici, comme l'on compare des cylindres de volume identiques, eh bien, la taille de l'objet ne va pas rentrer en compte. Donc ici, on peut directement comparer la masse des objets pour avoir une information sur la masse volumique. Donc, effectivement, grâce à cette expérience-là, on peut classer les cylindres par masse volumique croissante parce que le volume des cylindres est le même. Dans l'exercice 3, on va devoir calculer des masses volumiques. À chaque fois, on connaîtra 2 des grandeurs et il va falloir en déduire la troisième. Je vous rappelle que si vous avez correctement travaillé le cours avant de faire vos exercices, ce qui serait normal, vous avez vu que la masse volumique se note par la lettre ρ et qu'on peut la calculer en grammes par millilitre, donc ça c'est l'unité que l'on va utiliser ici, en faisant le calcul suivant, la masse en grammes divisé par le volume en millilitres. Ici on retrouve une relation qui a la même forme mathématique que ce qu'on a vu l'année dernière lors de la loi d'Ohm. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait vu que la résistance, c'était le coefficient de proportionnalité entre la tension et l'intensité, et donc qu'on pouvait calculer la résistance en faisant la tension divisée par l'intensité. Et pour utiliser cette relation-là, on avait utilisé aussi un triangle. Donc là, on peut réaliser le même triangle avec la masse volumique. On va donc avoir, d'après la relation que j'ai marquée ici, M qui doit être au-dessus de V. Première colonne, ce qui manque, ça va être ici le volume du métal. Donc si je regarde le triangle que je viens de tracer, le volume il est ici, je vois que c'est M divisé par ρ, parce que M est au-dessus de ρ. La première colonne c'est celle-ci, V égale à M sur ρ égale. Je remplace par les valeurs. M c'est 78 divisé par 7,8. Alors soit on sait faire de tête, soit là on prend sa calculette, vraiment, avant de recopier le résultat. Et on trouve donc 10. Je me pose la question de l'unité. J'avais 78 grammes. Ici c'était des grammes par millilitre, donc j'obtiens un résultat en millilitres, puisque les grammes se simplifient. Je vous rappelle que lorsque vous rédigez un calcul, vous devez d'abord donner la formule littérale, comme ceci, puis remplacer par les valeurs, et enfin donner un résultat avec une unité. Deuxième colonne, c'est cette case-là qui manquait, donc en fait c'était la masse. Pour connaître la masse, je regarde dans le tableau, je vois que la masse, elle est en haut, ce qui fait que ρ et V sont sur la même ligne, et ainsi, il n'y a pas de signe divisé à utiliser, c'est le signe multiplié. C'est donc ρ fois V. J'en déduis que je dois faire ρ, c'est 7,1 grammes par millilitre, fois le deuxième chiffre, c'est 12. Donc j'en déduis que M est égal à 85,2 grammes. J'obtiens des grammes parce que j'ai multiplié des grammes par millilitre par des millilitres, donc les millilitres
se sont simplifiés. Dernière chose que je dois calculer, c'est pour le métal numéro 3. Donc ici, je dois calculer la masse volumique. Donc je dois calculer ρ. Si j'utilise le triangle que j'ai vu là, c'est M au-dessus de V, donc ça fait M divisé par V. Je remplace par les valeurs, on trouve donc 29,7 grammes pour la masse, et pour le volume, on lit dans le tableau 11 millilitres. Je pose le calcul, et on trouve 2,7. Alors, pour l'unité, je suis donc en grammes, divisé par des millilitres, je suis en grammes par millilitre. Question numéro 2, il faut calculer la masse volumique de l'échantillon en faisant apparaître les calculs. La masse volumique, c'est ρ, et donc pour calculer la masse volumique, on l'a déjà fait ici, c'est M divisé par V. Masse pour M, V pour volume. Ici on retrouve la masse de l'échantillon, l'échantillon il était marqué là, donc la masse c'est 45,2, le volume de l'échantillon c'était 10 millilitres. Et on obtient donc 4,52 grammes par millilitre. On fait une phrase de réponse. Et grâce en fait à toutes les données que l'on a obtenues sur le métal 1, 2, 3 et l'échantillon, on va pouvoir identifier les métaux. Alors en fait on va devoir surtout identifier les métaux 1, 2 et 3. Donc le métal numéro 1, on connaissait sa masse volumique, c'était 7,8. On regarde dans le tableau, qu'est-ce qui a une masse volumique de 7,8? Eh bien, c'est le fer, donc le métal numéro 1. Le métal numéro 2, sa masse volumique était égale à 7,1, donc 7,1, c'est du zinc. Enfin, le métal numéro 3, qu'est-ce que c'est? On sait que sa masse volumique, c'est 2,7, et c'est donc de l'aluminium. La masse volumique est réellement utilisée afin de déterminer la nature d'un corps pur. Correction de l'exercice 3. L'aquarium va-t-il déborder? On nous parle ici de Jules, qui a donc un aquarium de 7 litres et qu'il a rempli aux 3/4 avec de l'eau. Ensuite, pour le décorer, il souhaite rajouter un sable fin de masse volumique 1800 kg par mètre cube. Et il se demande quelle masse de sable maximale il peut mettre dans l'aquarium. Petit a, il va falloir commencer par calculer le volume d'eau contenu dans l'aquarium. Donc on sait qu'il fait 7 litres et qu'il est rempli aux 3/4. Donc il va falloir calculer 3/4 de 7. Et on trouve donc 5,25 litres. Je fais ensuite une phrase de réponse. Donc Jules a mis 5,25 litres d'eau dans l'aquarium. Question petit b, quel volume reste-t-il pour le sable? Donc pour savoir ça, on prend le volume total de l'aquarium moins l'espace pris par l'eau, donc 5,25, et on trouve donc 1,75 litres. Et on répond à la question, il reste 1,75 litres pour mettre du sable. Question petit c, il faut calculer la masse de sable que Jules peut verser dans l'aquarium sans que l'eau ne déborde. Donc ici, ce qu'on demande, c'est une masse, alors qu'en fait, ici, ce qu'on a calculé, c'est un volume. Donc c'est là où va devoir intervenir la masse volumique. Donc je vous rappelle la définition de la masse volumique, qui se note ρ est égal à M sur V. Je sais que je veux calculer la masse, donc je vais isoler M, et donc j'en déduis que M est égal à ρ fois V. Alors ici, ρ, on connaît, ça fait 1800 kg par mètre cube. Fois, attention, le volume, nous on le connaît en litres. Donc il va falloir, pour que les mètres cubes se simplifient et qu'on obtient un résultat en kilogrammes, il va falloir que donc on mette le volume en mètres cubes. Alors, pour ce faire, il va falloir faire une conversion de volume. Et pour vous aider, ici, à la fin
de la feuille d'exercice, vous avez un lien vers une vidéo que vous pouvez regarder qui explique très bien comment fonctionne le tableau de conversion. Donc moi je vais faire simplement que l'utiliser. Donc je mets le chiffre des unités dans la colonne des litres, je remplis avec un chiffre par case, donc là j'ai complété le chiffre, et je vais passer maintenant en mètres cubes. Donc je rajoute des zéros jusqu'à la première case des mètres cubes. Et hop, je mets la virgule ici, puisque ce chiffre-là représente le chiffre des unités pour les mètres cubes. Et donc j'en déduis que ici, dans mon calcul, il faut que je remplace par 0,00175 mètres cubes. Et après avoir tapé donc le calcul là, sur une calculette, on trouve que ça fait à peu près 3,15 kg. Ici, pensez bien lorsque vous avez un calcul à faire à regarder si votre résultat est cohérent. Par exemple, si on avait trouvé 500 kg à mettre dans l'aquarium, c'était pas possible. Donc il fallait re-regarder le calcul pour voir si vous ne vous êtes pas trompé. Il reste plus qu'à rédiger la phrase de réponse. Jules doit mettre 3,15 kg de sable dans l'aquarium. Exercice 4. Une aération nécessaire. Nadia a une chambre de dimension qu'on nous donne. Quand elle respire, elle va consommer 120 grammes en 1 heure. Et sa mère donc va lui demander d'ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air. Alors première question, quel est le volume de la pièce? Donc la pièce, on a bien compris que c'était un pavé droit. Donc pour calculer le volume, hein, on sait que le volume d'un pavé droit ou d'un parallélépipède rectangle, c'est la même chose. C'est largeur fois longueur fois hauteur. Ce qui donne ici 4 fois 3 fois 3. Donc là, on n'a même pas besoin de calculette. 4 fois 3, ça fait 12 fois 3, ça fait 36. Et donc, on est en mètres cubes, puisqu'on a multiplié des mètres par des mètres par des mètres. Le volume de la pièce est de 36 mètres cubes. Petit b. Quelle est la masse d'air dans cette chambre? Alors, pour connaître la masse, on va utiliser la masse volumique de l'air. On sait que la masse volumique, c'est ρ divisé par V. On doit de nouveau en déduire la valeur de la masse, donc en faisant passer, donc comme on dit, le volume qui est divisé de l'autre côté, il devient multiplié, donc ça fait ρ fois V. Ici, ρ, on peut remplacer par sa valeur 1,2 g par litre. Sauf que, de nouveau, le volume ne va pas être dans l'unité que l'on recherche, puisqu'on sait que ici, le volume, c'est 36 mètres cubes. Donc, on peut, par exemple, utiliser le tableau de conversion à nouveau. Donc, 36 mètres cubes, 6, 3, et je vais jusqu'au litre, et je trouve 36 000. Donc ici, il faut que je remplace par 36 000 litres. Et là, je peux faire le calcul puisque les litres vont se simplifier et j'aurai un résultat en grammes. Et on trouve 43 200 grammes. Alors, d'ailleurs, ici, cette conversion devait être faite à la question précédente, puisqu'on devait donner le résultat en mètres cubes et en litres. Donc ici, on peut proposer un complément de réponse, c'est-à-dire 3600 litres. On fait une phrase de réponse pour la question B maintenant. Donc, dans la chambre, il y a 43 200 grammes d'air. À partir de 13% restant de dioxygène dans l'air, une gêne respiratoire commence à se faire ressentir. Combien d'heures faudrait-il à Nadia pour ressentir cette gêne? Donc là, on va devoir calculer la diminution de masse de dioxygène dans l'air.
Pour déterminer la diminution de la masse d'air, la masse de dioxygène dans l'air, je vais calculer la masse de dioxygène avant que Nadia ne respire et la masse après. Donc je vais prendre 20% de la masse au départ, 43 200 grammes, ce qui fait 20 divisé par 100 fois 43 200, et donc ce qui vaut 8620 grammes. Donc ça, c'est la masse de dioxygène au départ. De la même manière, on peut calculer la masse de dioxygène lorsqu'on commence à ressentir une gêne. 13% de 43 200, ce qui va faire 13 divisé par 100 fois 43 200, ce qui donne 5616 grammes. Donc en fait, ici on va être gêné, on va continuer la correction derrière. La diminution de dioxygène est égale à 8620 moins 5616. Et on trouve une diminution de masse de 3004 grammes. Alors je rappelle que la question c'était au bout de combien de temps elle allait ressentir une gêne. Donc là on a besoin d'une information supplémentaire, c'est la masse qu'elle consomme par heure. Elle donc consomme 120 grammes par heure. Donc si on veut savoir combien ça prend de temps de consommer 3000 grammes de dioxygène, il faut qu'on fasse 3004 divisé par 120, c'est-à-dire la masse de dioxygène divisé par la quantité que je consomme en une heure. Et on trouve un chiffre très proche de 25 heures. Donc Nadia commencera à ressentir une gêne au bout d'environ 25 heures. Alors ça, c'est dans l'hypothèse où la chambre est parfaitement hermétique qu'on va avoir ce résultat-là. Dans la réalité, les chambres ne sont pas du tout hermétiques, donc c'est un temps qui est encore bien plus grand. D'autre part, c'est pas pour renouveler le dioxygène de la chambre qu'on va aérer. Essentiellement, on va aérer plutôt pour enlever des polluants, puisque l'air de dehors est toujours moins pollué que l'air intérieur, et ce, même dans les grandes villes. Voilà, la feuille est corrigée.